Salut bande de sacs à fous! Non, c'est pas moi ça. Salut la poiscaille, c'est mieux là, ouais. Alors, est-ce que vous avez chaud du coup durant votre été? Parce que je le dis, mais ici il fait quand même un peu... j'en peux plus quoi, putain, je me liquéfie quoi, je dirais même. Putain, j'ai chaud! D'ailleurs, en parlant de chaleur, est-ce que vous savez ce qui donne très chaud? Les feux de forêt. En fait, chaque année, c'est près de 150 000 hectares qui disparaissent rien qu'en France et dans les flammes. Alors, imaginez un peu ça dans des territoires bien plus secs, comme par exemple la Californie. Et ça tombe bien puisque c'est justement là que se passe notre histoire. Et plus précisément dans la forêt de Cleveland, à 2 pas de la ville de San Diego. Le 25 octobre 2003, cette forêt a été victime d'un violent incendie qui a démarré à cause d'un truc difficilement prévisible. Genre un pyromane qui se fait un petit kiff? Pas vraiment non, on n'est pas du tout sur un acte de malveillance là, mais t'inquiète, on aura le temps d'y revenir. Parce que entre les flammes qui dépassent les 20 mètres de haut, des vents violents et des pompiers très rapidement dépassés, eh bien revenons ensemble sur cette chaude journée où un chasseur a déclenché l'un des plus grands feux de forêt de Californie. Bon, la journée commence bien pour Sergio Martinez, un amateur de chasse de 32 ans, bien décidé à ramener du cerf à dîner. Avec un de ses potes, il a choisi comme terrain de chasse les montagnes Cuyamaca, dans la forêt de Cleveland, qui est un immense territoire de plus de 177 000 hectares. On est en octobre et la météo là est plutôt clémente. Il y a donc a priori aucune raison de s'inquiéter. En plus, on n'est pas en plein été, donc bon bah, c'est pas censé s'embraser en claquant des doigts quoi. Sauf que bon, ça fait quand même déjà plusieurs semaines que la Californie subit justement des feux de forêt un peu partout sur son territoire. Donc autant vous dire que la terre est bien sèche aujourd'hui et qu'une toute petite étincelle pourrait suffire à déclencher un barbecue géant. Bah justement, je me demandais, pourquoi la Californie est toujours en train de cramer? Eh bien en fait parce que la Californie est un état avec un climat méditerranéen qui est caractérisé par des étés secs très chauds et puis il y a aussi énormément de vent qui aide vachement à la propagation du feu. Mais ça on en reparlera plus tard. Et à côté de ça, il y a aussi toute une végétation elle aussi très sèche comme des conifères, des pins ou du chaparral qui est une sorte de maquis de broussailles. Et toute cette végétation, elle a la particularité d'être extrêmement inflammable. Pour qu'un feu se déclenche, il faut réunir 3 ingrédients. Un combustible, un comburant et une source de chaleur. Et quand la température augmente et que la pluie vient à manquer, une large partie de l'eau contenue dans les tissus des plantes s'évapore et la végétation devient donc un combustible de choix. D'autant plus qu'elle offre une large surface de contact pour l'oxygène, qui devient lui aussi un comburant idéal. Alors forcément, quand on mélange tout ça, on obtient l'état américain le plus exposé aux incendies, où la moindre étincelle peut enflammer les brindilles, les herbes sèches, les arbres et bien sûr la forêt entière. 13h. Après quelques heures de marche, notre bon Sergio perd la trace de son copain. D'ailleurs, il est même perdu tout court. À ce jour, je ne sais toujours pas dans quelle direction je suis allé. Je ne savais pas que j'allais dans la mauvaise direction. Et le problème, c'est qu'il a beau avoir pris sa gourde, il n'a pas suffisamment anticipé et à mesure que la journée devient de plus en plus chaude, Sergio angoisse de finir déshydraté. Et on le sait tous parce qu'avec la chaleur, on devient tous un peu tarés quoi. Et Sergio n'échappe pas à la règle et il se met à paniquer. Il commence alors à être désorienté et à se casser la gueule un peu partout sur les rochers. T'es sûr qu'il était pas bourré? Non, parce que ça y ressemble pas mal quand même. Alors non, pas du tout. En fait, c'était juste l'effet de la chaleur. Bon, et il s'avère aussi que la veille, il a un peu consommé aussi de la Marie-Jeanne. Mais bon, ça n'a rien à voir quoi. Enfin, en tout cas, une chose est sûre, à ce moment, Sergio est complètement paumé et sa gourde est presque à sec. 17h. Bon voilà, après plus de 7 heures à vadrouiller, Sergio Martinez est un peu en panique. Il n'a toujours pas retrouvé son pote. Il n'y a plus d'eau, ni de bouffe, et là, il commence sérieusement à se dire qu'il va crever tout seul, comme un con, sans avoir revu ses proches. Je ne voulais pas que mon corps soit retrouvé dans un ravin. La soif m'aspirait la vie. Alors dans un mouvement de panique, il va faire un truc qui peut paraître un peu con, il va allumer un feu, histoire d'indiquer sa présence et potentiellement retrouver son pote. T'as raison, oui, c'est complètement con. Enfin après, pour sa défense, c'est quand même exactement ce qu'on lui a appris à faire en stage de chasse. Après bon, je dis ça, je vous laisse tirer simplement vos conclusions quoi. Bon, si au début Sergio allume un premier feu, il va l'éteindre quasiment aussitôt, conscient qu'il est peut-être en train de faire une énorme connerie. Mais bon, ça ne va pas l'empêcher d'en rallumer un deuxième qui lui va très vite prendre de l'ampleur. 17h36. À 2 pas de là, Ron Serabia, qui est un employé du département des forêts et de la protection contre les feux, il aperçoit au loin une grosse fumée noire s'échapper de la forêt. Vous voyez le genre de choses là en fait on pourrait voir, hop là. Et là ni une ni deux, il appelle le 911 qui est le numéro d'urgence nord-américain pour alerter la sécurité. Et là, il y a personne qui répond. Voilà, merci les urgences, toujours efficace. Allô?
Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? Et du coup, comme Ron, il a pas le temps, il appelle directement le centre de commande de la caserne de pompiers, de Monte Vista. Et là, il leur dit de ramener leur cul au plus vite. Et par chance, il s'avère que Ron connaît très bien son métier. Et il les informe que le terrain incendié sera compliqué à atteindre par voie terrestre et qu'il faut donc passer par les airs. Bah nickel, y a plus qu'à envoyer des canadaires et c'est gagné. Alors oui, mais non, en fait. Parce que en Californie, il y a une règle très stricte qui interdit la lutte aérienne contre les incendies, 30 minutes avant le coucher du soleil. Petit problème là-dessus, on est en automne, donc il fait nuit bientôt quand même. Le soleil est censé se coucher à 18h06. Malheureusement, le temps que les hélicoptères soient envoyés sur place, le délai sera déjà largement dépassé. Et là, la directrice de la base de Monte Vista l'a directement résumé en une phrase bien tragique. Si cela avait été 5 minutes plus tôt, nous aurions mis un hélicoptère et 2 avions dans les airs. Les calculs sont pas bons, Kevin. Il va falloir rapidement trouver une autre solution pour tenter de maîtriser le feu, qui grossit de minute en minute. 17h50. Au même moment, 2 pilotes émérites sont envoyés par le shérif de San Diego pour partir à la recherche de notre bon Sergio, toujours perdu dans la montagne. Et donc là, alors qu'ils remontaient la piste de la fumée, ils ont fini par découvrir un immense champ de flammes au fond d'un canyon, avec un Sergio tout paniqué qui a agité ses bras tel un Sims face à sa gazinière en feu. Voilà, en tout cas, on peut le dire, Sergio, il voulait être vu, il a été vu. Mais en tout cas, une fois qu'ils l'ont récupéré, les 2 pilotes commencent à l'interroger, histoire de comprendre comment Sergio a déclenché le feu. Et là, le gars n'a jamais répondu, peut-être par peur de se faire engueuler comme un gosse. Ouais, s'il avait pas été assez teubé pour allumer un feu en cette période, ce serait jamais arrivé tout ça. Certes, mais faut aussi se dire que la période était quand même propice aux incendies. Et que, en vrai, que ce soit lui ou pas, un feu aurait très bien pu se déclarer et s'allumer sans l'aide d'un humain. Ça arrive plein de fois. Et puis, ça jouait de malchance, mais cette semaine-là, tous les pompiers du comté de San Diego avaient été réquisitionnés justement pour être sur le terrain en cas d'incendie. Le truc, c'est qu'ils sont tellement habitués à gérer les feux de forêt, puisqu'ils s'en tapent quand même 700 tous les ans, du coup, de temps en temps, ça leur arrive de sous-estimer certains incendies. 20h. À quelques kilomètres, le chef des pompiers, Carlton Joseph, donne ses instructions aux 320 pompiers qui l'accompagnent dans le petit chemin de terre qui coupe la forêt et mène à l'incendie. Le problème là-dedans, c'est que le terrain est absolument pas praticable pour des gens qui doivent porter du gros matos. Il y a des rochers très pointus un peu partout, mais aussi des buissons de chaparral bien épais et des pentes aussi assez raides. C'est pas facile de se déplacer, quoi. Ça semble mal barré cette histoire. Eh bien, figure-toi qu'à ce moment-là, les pompiers sont plutôt confiants. Le feu a l'air de se déplacer lentement, et même s'il est difficile à atteindre, toutes les forces pourront se mobiliser pour l'éteindre avant le petit matin. Sauf que, entre-temps, le National Weather Service, autrement dit, du coup la météo, a signalé que des vents très violents et très forts pourraient se lever à tout moment. Et ces vents, qui viennent tout droit de Santa Ana, risquent bien de changer la donne. Les vents de Santa Ana sont des vents chauds et secs, qui commencent dans les déserts intérieurs du Grand Bassin en Utah, mais aussi à l'est et au nord de la Californie du Sud. Généralement, ils se forment en fin d'année, durant l'automne et le début de l'hiver. Chargés en poussière, les vents de Santa Ana ont une vitesse moyenne de 36 km/h, avec des rafales pouvant facilement atteindre les 90 à 100 km/h. Et là encore, on ne se formalise pas. En fait, ça fait déjà plusieurs jours que l'on attend les vents de Santa Ana. Et pourtant, personne n'en a vu la couleur. Alors avec un peu de chance, ils ne se lèveront jamais et le feu continuera de progresser lentement. Minuit 35. Malheureusement, les vents se sont bien levés cette nuit-là. Et rapidement, le feu a atteint la commune de San Diego Country Estate, située à une 50aine de kilomètres de là. Et malgré toute la bonne volonté du monde, les premières habitations sont touchées par le feu, comme celle d'une famille qui venait tout juste d'acheter une grande maison avec un pare-feu gigantesque de 50 mètres de long, mais qui hélas n'avait pas encore été déballé et encore moins posé. Oui, du coup voilà, c'était vraiment pas de bol pour eux. La vie est parfois une pute. Insolite, n'est-il pas ? Ma maison est en flammes. Et à ce moment-là, un autre chef des pompiers, du nom de Kelly Zombro, est super frustré. Parce qu'il n'y a pas assez d'hommes, ni même de camions à disposition. Et même s'il essaye de faire de son mieux, il reste persuadé d'une chose. Ce feu va tuer des gens. Mais je comprends pas. Comment ça se fait que les pompiers sont pas tous là ? En fait, rappelle-toi qu'à ce moment-là, il y a déjà toute une équipe mobilisée à la source de l'incendie. Et d'ailleurs, comme on pensait que le feu serait maîtrisé et qu'on se disait qu'il atteindrait jamais la ville, on n'a pas trouvé judicieux d'envoyer des hommes là-bas, quoi. Et puis faut aussi dire qu'il y avait de gros problèmes de transmission radio. Les infos passaient mal, il y avait des bugs techniques toutes les secondes. C'était quand même le gros bordel, honnêtement. Et pour ne rien arranger, quasiment au même moment, un autre incendie se déclenche un peu plus loin, du côté de Paradise Creek Road. Et là, c'est une longue nuit qui s'annonce. 2h du matin. À une vingtaine de kilomètres, certains habitants du quartier de Wildcat Canyon sont réveillés par des aboiements de chiens.
et surtout par une odeur de fumée très désagréable. Un gâteau, Chris? Oui. C'est un brownie. Ah, merci. Ça tombait parfait puisque du coup il y avait des odeurs de fumée désagréables. Là ça va, ça sent le brownie. Ah, d'accord. Merci Agathe. Et donc je disais, il y a des habitants de quartier qui sont éveillés par des aboiements et puis par des odeurs bizarres. Et parmi eux, il y a la famille Bellante qui réussit à s'enfuir avant que le feu ne devienne trop intense. Mais il faisait tellement chaud que dans leur fuite, les pneus de leur voiture ont explosé et le moteur a pris feu. Bon, heureusement ils ont tous réussi à s'en sortir, ce qui n'a pas été le cas de 8 de leurs voisins qui sont morts dans l'incendie. En tout cas, toute la nuit, le feu continuera sa course folle, ravageant tout sur son passage. Et ainsi, vers 9h du matin, il atteindra même les limites de la ville de San Diego, allant même jusqu'à monter sur l'autoroute à 10 voies, la L15. En fait, il faisait tellement chaud à ce moment-là que même le bitume a fondu et que plusieurs personnes sont mortes asphyxiées dans leur véhicule. Au total, il faudra plus de 10 jours aux pompiers pour éteindre définitivement le feu. Et le bilan sera dramatique, 15 décès, 2800 bâtiments carbonisés et plus de 1100 km² de forêt détruite. Eh ben, c'est un beau bilan pour un mec qui s'est paumé en montagne. D'ailleurs, il est devenu quoi, Sergio, dans l'histoire? Eh bien, figure-toi qu'il va très bien, lui. Très très bien même, puisqu'il a quand même échappé à 5 ans de prison, mais la personne qui l'a jugé a considéré que comme Sergio n'avait pas fait un acte de malveillance et qu'il avait des remords, il ne méritait pas la prison. Au lieu de ça, il a été condamné à des travaux d'intérêt généraux et à 9000 $ d'amende. En tout cas, pendant très longtemps, ce feu a été considéré comme le plus grand feu de Californie. Mais depuis, il s'est fait battre par d'autres incendies bien plus puissants, comme le Creek Fire en 2020 et le Dixie Fire en 2021. Et cela risque d'arriver encore bien plus souvent quand on sait que le réchauffement climatique joue énormément sur la saison des incendies et qu'il pourrait déclencher de nouveaux feux bien plus intenses et destructeurs dans un futur proche. Sur ce, je vous dis à la vôtre et à une prochaine vidéo.